Folk, j'écoute. Ils sont tous... Un type est entré dans le bar et il a dit que sa mère et son père avaient été abattus. J'en ai vu des scènes de crime, mais j'ai jamais vu un truc pareil. Hier soir, 6 membres d'une même famille ont été découverts. Dans leur lit. Morts. Assassinés. Les victimes sont le concessionnaire automobile Ronald DeFeo, sa femme et 4 de leurs enfants. L'unique survivant de la famille, Ronald DeFeo Jr., surnommé La Brute, aurait découvert les corps. La police déclare l'avoir placé en détention provisoire afin d'assurer sa sécurité. 5 victimes ont été découvertes gisant dans leur lit. Et la 6e dans la penderie. 5 personnes qui n'ont pas été réveillées. C'est étrange. La police du Suffolk a fait inculper Ronald DeFeo Jr., 23 ans. L'accusé a déclaré à la police qu'il avait entendu des voix à l'intérieur de la maison qui lui demandaient de tuer sa famille. Voici l'histoire de la maison la plus sinistre et la plus célèbre des États-Unis. Amityville, la maison du diable. En 1996, Ronald et Louise DeFeo achètent une grande bâtisse de style colonial à Amityville, aux États-Unis. Ils s'y installèrent avec leurs 5 enfants, Ronald Jr., Dawn, Allison, Mark et John. La maison, qui s'élevait sur 2 étages, avait été construite en 1928. Elle avait servi d'asile aux malades mentaux et aux mourants. Ronald DeFeo travaillait comme directeur général d'une concession à Brooklyn et Louise était mère au foyer. Ronald DeFeo Jr., qui était un élève médiocre, arrêta ses études à l'âge de 16 ans. Il commença à enchaîner les petits boulots sans grande motivation jusqu'à ce que son père le fasse rentrer comme mécanicien dans la concession où il travaillait. Ronald Jr. connaissait une vie facile et pourtant, il se montrait souvent maussade, renfermé et très rapidement, il se mit à prendre de la drogue. Pour satisfaire ses besoins, Ronald Jr. n'hésitait pas à voler même sa propre famille. En 1973, alors âgé de 22 ans, le jeune homme assista à une querelle entre ses parents. Il braqua un revolver sur son père, mais heureusement, l'arme s'enraya. Le mercredi 13 novembre 1974, à 3h14, alors qu'il venait de regarder un film à la télévision, Ronald Jr. s'empara d'une carabine, puis il tua froidement ses parents et ses frères et sœurs durant leur sommeil. Étrangement, aucun des voisins n'entendit les coups de feu. Vers la fin de l'après-midi, Ronald Jr. pénétra précipitamment dans le Henry's Bar en s'écriant « Vous devez m'aider, je crois que mes parents ont été tués ». Puis il remonta dans sa voiture et se mit en route vers la maison, escorté de 6 hommes qui le suivèrent en camionnette. Une fois arrivé sur place, Ronald courut vers la porte d'entrée, ignorant les avertissements de l'un de ses hommes, qui craignait que quelqu'un puisse être dissimulé à l'intérieur. Les hommes se ruèrent alors à l'étage où ils découvrirent le drame. Vers 18h35, Joey Yesuit, un des hommes du groupe, téléphona aux forces de l'ordre pour les prévenir qu'un jeune homme était passé au Henry's Bar et qu'il avait affirmé que toute sa famille avait été tuée. Il leur déclara qu'il se rendit sur les lieux en compagnie du jeune homme et de plusieurs autres personnes, et qu'il avait en effet découvert les cadavres de toute sa famille. 10 minutes plus tard, la police était sur place. Après avoir suggéré que les meurtres pouvaient avoir été commis par un tueur à gages de la mafia nommé Tony Mazzeo, qui en voulait à sa famille. Ronald Jr. fut amené au poste de police pour sa propre protection. Cependant, lorsqu'ils entendirent sa version de l'histoire, les policiers se rendirent rapidement compte qu'elle était remplie de graves incohérences. Selon lui, Ronald Jr. n'était pas resté toute la nuit chez ses parents. Comme il ne parvenait pas à s'endormir, le jeune homme avait quitté la maison vers 4h du matin pour aller travailler. Il avait passé toute la journée sur son lieu de travail, il avait essayé de contacter ses parents à plusieurs reprises
avant d'aller les voir en fin de journée. Tony Mazzeo avait un alibi prouvant qu'il ne pouvait pas avoir été présent dans la maison au moment des meurtres. Le lendemain, après plusieurs heures d'interrogatoire, Ronald DeFeo Jr. avoua les faits. Il expliqua aux policiers qu'il s'était réveillé devant la télévision, qu'il était monté dans sa chambre et qu'il avait chargé son fusil, et qu'une fois qu'il avait commencé, il n'avait pas pu s'arrêter. Ensuite, il avait ramassé les douilles, il avait pris un bain, il s'était débarrassé des preuves cruciales comme les vêtements tachés de sang, le fusil et les cartouches avant d'aller travailler comme d'habitude. L'audition préliminaire de Ronald DeFeo Jr. eut lieu le 22 septembre 1975. Son avocat de la défense, William Weber, plaida la folie. Le jeune homme affirmait avoir entendu des voix comploter contre lui et le diable lui soufflait « attrape-les, tue-les ». La thèse de la folie mentale fut soutenue par le psychiatre de la défense, le docteur Daniel Schwartz. Le psychiatre de l'accusation souligna que même si le jeune était un consommateur de drogue et qu'il avait une personnalité antisociale, il était tout à fait conscient de ses actes au moment des faits. Le 21 novembre 1975, Ronald DeFeo Jr. fut reconnu coupable. Et le 4 décembre 1975, le juge Thomas Stark le condamna à 6 peines consécutives d'emprisonnement de 25 ans. L'affaire de possession fut classée sans suite par les psychiatres qui refusèrent d'y voir une autre chose qu'une folie meurtrière. La maison fut mise en vente au prix de 80 000 $. Malgré son prix attractif, elle resta inoccupée durant plusieurs mois. George et Kathleen Lutz s'étaient mariés en juillet et durant tout l'été, ils avaient cherché la maison qui abritait leur nouvelle famille. Ils avaient dû en visiter une 50aine sans succès. Et puis un jour, un agent immobilier leur montra une grande bâtisse et elle leur dit « Je ne sais pas si je dois vous le dire maintenant ou après, mais c'est dans cette maison qu'ont eu lieu les meurtres des DeFeo. » Comme ils ne voyaient pas vraiment de quoi elle voulait parler, George et Cathy se regardèrent intrigués. Après avoir discuté avec leurs enfants, ils décidèrent d'acheter la maison, pensant pouvoir composer avec son passé. Le 18 décembre 1975, George Lutz, Kathleen et leurs 3 enfants emménagèrent dans la grande demeure. Ils l'avaient payée 400 $, meubles compris, et elle leur semblait parfaite. Située près d'une rivière, elle proposait un garage à bateau, une piscine. Ils pensaient avoir trouvé la maison de leurs rêves et pourtant, ils n'allaient y rester que 28 jours. En apprenant qu'ils avaient acheté la maison des DeFeo, un ami de George insista pour qu'il la fasse bénir. À cette époque, George et Cathy étaient tous les deux croyants non pratiquants. George connaissait un prêtre, le père Ralph Pecoraro. Il lui demanda alors de venir bénir les lieux. George et Cathy déballaient toujours leurs affaires lorsque le prêtre se présenta pour commencer la bénédiction. Ils lui conseillèrent donc de commencer sans eux. Les bénédictions s'effectuant de haut en bas, le père monta donc à l'étage et commença par bénir les chambres. Le rituel avait débuté depuis peu, le prêtre se tenait dans la chambre où Mark et John DeFeo avaient été assassinés. Soudain, il entendit une voix forte qui semblait venir de nulle part lui dire « Va-t'en ». La bénédiction terminée, le père dit à George « Vous savez, j'ai vraiment senti quelque chose d'étrange à l'étage. » Quand il lui décrivit la pièce, George la reconnut aussitôt.
Il expliqua au père qu'ils ne s'en serviront pas comme chambre à coucher, mais qu'ils aménageraient une salle de couture pour Cathy. Le père sembla le soulager. C'est bon, du moment que personne ne dort là-dedans. Puis il partit sans rien dire de plus. À la suite de sa visite, le père fut en proie à une forte fièvre des cloques ressemblant aux stigmates apparus sur ses mains. Inquiet, le 24 décembre 1975, il décida d'appeler Georges Lutz afin de lui conseiller d'éviter la pièce en question. Mais alors qu'ils étaient en ligne, leur conversation se retrouva malencontreusement interrompue par de l'électricité statique. Les phénomènes étranges débutèrent presque immédiatement à leur arrivée. La maison se retrouvait parfois envahie d'odeurs écœurantes, des odeurs d'excréments et de vieux parfums. Certaines parties devenaient brusquement glaciales de façon aléatoire et incompréhensible. Des vibrations anormales emplissaient l'atmosphère, des bruits sourds résonnaient dans la nuit et malgré la rigueur de l'hiver, des nuées de mouches noires l'infestaient de toutes parts. Puis les caractères de chacun commencèrent à changer. Georges s'isolait de plus en plus souvent, semblant obsédé par la cheminée qui semblait ne jamais assez chauffer. Les enfants aussi semblaient affectés. Ils se disputèrent plus souvent que d'habitude, ce qui entraînait de terribles représailles de la part de leurs parents. La plus jeune des enfants, Mélissa, se mit soudain à parler d'un ange qui venait dans sa chambre. Missy disait que cet ange s'appelait Jody, qu'il ressemblait à un gros cochon, mais qu'il pouvait changer de forme à volonté. Un jour, alors que sa mère fermait la fenêtre de la chambre, Missy l'avertit que Jody venait d'apparaître. Cathy regarda dans la direction que la fillette lui montrait où elle observa deux yeux rougeoyants. À une autre occasion, Georges et Cathy aperçurent tous les deux ces fameux yeux rouges. La créature regardait vers eux depuis la fenêtre de la chambre de Missy. Durant leur séjour au 112 Ocean Avenue, toutes les portes, fenêtres et serrures furent endommagées. Des traces noires, dont aucun détergent ne parvint à les retirer, imprégnèrent la porcelaine de la salle de bain. Un lion en céramique de plus d'1 mètre de haut changeait régulièrement de place. Un jour, le lourd crucifix de 30 cm que Cathy avait accroché dans le salon se retourna brusquement. Quand elle voulut le remettre en place, elle s'aperçut qu'il en émanait une odeur aigre. Un matin, des empreintes de sabots fourchus furent remarquées dans la neige tout autour de la maison et furent attribuées à un cochon. Ces traces menaient tout droit à la porte du garage qui avait été arrachée de ses gonds, ce qui aurait nécessité une force surhumaine. Un matin, en se réveillant, elle regarda dans le miroir à la place de son visage se trouvait celui d'une vieille sorcière. Elle fut également victime d'une entité invisible qui la toucha à plusieurs reprises avant de l'agresser physiquement, la soulevant de son lit et la maintenant en lévitation, les 2 pieds en l'air. Cette attaque lui laissa de terribles marques rouges sur le torse. Toutes les nuits, Georges se réveillait inexplicablement vers 3h15 et se dirigeait toujours vers le hangar à bateaux. Il apprit plus tard que c'était l'heure de la tuerie. Il entendait parfois des bruits bizarres venant du rez-de-chaussée. La porte d'entrée qui claquait violemment, des bruits de pas ou alors le grésillement d'un poste radio mal réglé. Mais lorsqu'il descendait, tout était désert et le silence se faisait brusquement. Un jour, Georges affirma que Kathleen se réveillait transformée en une vieille femme de 90 ans. Une chevelure d'un blanc éclatant entourait son hideux visage parsemé de profondes rides et la salive coulait de sa bouche édentée.
Georges avait également découvert une pièce cachée derrière les étagères de la cave. Cette pièce ne figurait pas sur les plans de la maison, elle avait des murs peints en rouge. Une boue verte gélatineuse suintait de la serrure de cette pièce, la même qui s'écoulait de la porte de la salle de jeu. Quand il découvrit la pièce de leur chien, Larry refusa d'y pénétrer. Il se recroquevilla comme s'il sentait quelque chose de sinistre. Pour se convaincre qu'il n'était pas fou, Georges et Cathy invitèrent leurs amis à plusieurs occasions, espérant qu'ils seraient eux aussi témoins de quelques phénomènes inexplicables. Ce qui fut le cas à leur grand soulagement. Il comprit alors qu'il se passait quelque chose qu'ils ne pouvaient pas expliquer rationnellement. Ils décidèrent alors de bénir la maison une nouvelle fois. La cérémonie eut lieu le 8 janvier 1976. Mais alors qu'ils récitaient une prière avec un crucifix en argent dans leurs mains, ils entendirent des voix s'élever et leur dire « Voulez-vous vous arrêter ?» À la mi-janvier 1976, après une nouvelle tentative de bénédiction infructueuse, la famille Lutz connut sa dernière nuit dans la maison. Une nuit terrifiante dont pendant longtemps ils refusèrent de parler. Georges raconta. J'étais allongé sur mon lit et tout le monde dormait. Cathy s'est levée du lit et elle a commencé à glisser loin de moi. Alors, j'ai senti quelque chose rentrer dans le lit avec nous. J'étais incapable de bouger, j'entendais les lits des enfants être traînés, se soulever et retomber en claquant au-dessus de ma tête. Nous avons entendu ces pigeons dans le climatisateur de la salle de bain principale et ils ont roucoulé toute la nuit et le lendemain matin quand nous sommes allés voir, il n'y avait personne, pas de pigeons, ni de nid, ni de quoi que ce soit. Les lumières clignotaient, nous avons pris le chien pour qu'il reste près de nous dans la chambre à coucher. Nous l'avons attaché à la poignée de la porte et il n'a pas arrêté de tourner en rond et de sauter toute la nuit. Dans la matinée, les garçons sont arrivés terrifiés. Ils avaient été incapables de descendre me voir et moi, j'avais été incapable de me lever pour eux. Missy est venue et elle a juste demandé ce que c'était, tout ça. Cathy n'avait aucun souvenir de beaucoup de choses. Ce jour-là, nous avons essayé d'obtenir une entrevue avec le père Pecoraro et il nous a dit toutes les bonnes paroles. Après une nuit épouvantable, ils décidèrent de se réfugier chez la mère de Cathy à New York, jusqu'à ce que les problèmes de la maison soient réglés. Le 14 janvier 1976, Georges et Cathy et leurs 3 enfants abandonnèrent leur maison, laissant tout derrière eux. Le lendemain, une entreprise de déménagement fit le déplacement jusqu'au 112 Océan Avenue afin de récupérer toutes leurs affaires. Et si tout semblait normal dans la maison, Georges et Kathleen déclarèrent par la suite que les phénomènes les avaient suivis jusqu'à New York. Peu de temps après leur départ précipité de leur maison d'Amityville, l'affaire s'ébruita, éveillant l'intérêt des journalistes. Georges et Cathy Lutz décidèrent de faire appel à des parapsychologues afin d'enquêter sur cette affaire et de rendre publics les résultats. Parmi eux se trouvait Stéphane Kaplan, fondateur de l'Institut américain parapsychologique de Long Island. Il commença alors à enquêter sur ce qui allait bientôt devenir l'affaire d'Amityville. Malheureusement, suite à un différend, Georges Lutz jeta M. Kaplan hors de sa propriété et lui interdit d'y revenir. Après cet échec, le couple demandèrent à Laura Didio, un jeune stagiaire de la télévision locale, de leur présenter Ed et Lorraine Warren, 2 importants enquêteurs du paranormal. Quand les Warren rencontrèrent la famille Lutz, ils semblaient terrifiés. Ce qu'ils avaient vécu les avait tellement effrayés que même en parler leur faisait peur. La première fois qu'ils pénétraient dans la maison, Ed et Lorraine étaient accompagnés d'un présentateur de Channel 5 News. C'est un professeur de l'université de Duke et le président de l'American Society for Psychic Research. Lorraine avait peur avant même d'y entrer. Avant de se rendre sur place, elle avait contacté quelques prêtres qu'elle connaissait et leur avait demandé de l'accompagner en esprit. Elle avait également pris soin d'emporter avec elle quelques reliques du père Padre Pio qu'un inconnu lui avait envoyées. Mais cette première visite fut tout de même effroyable. Alors qu'elle se promenait de pièce en pièce, Lorraine, qui avait des talents de médium, était sans cesse assaillie par des visions, des messages sur les événements qu'il s'était alors produits. En montant l'escalier du second étage, soudain elle sentit comme si une vague se précipitait à son encontre et l'atmosphère changea. Arrivée au deuxième, elle entra dans la salle de couture, puis dans une chambre d'enfant immédiatement.
Elle sut par clairvoyance que c'était celle-ci, la chambre de Missy. Elle sut également que les meubles étaient restés les mêmes depuis l'assassinat des DeFeo. Dans la chambre principale, un mur était entièrement constitué de miroirs. Lorraine s'assit sur le lit où Ronald DeFeo et sa femme avaient été tués. Le sentiment dans cette chambre était celui de l'horreur absolue. Soucieux de voir par lui-même si les phénomènes étaient bien réels, Ed, qui n'expérimentait que peu de manifestations de clairvoyance, descendit à la cave. Le sous-sol étant généralement un endroit prisé par des mauvais esprits, il estimait que ce serait le meilleur endroit pour commencer. En dépit de faibles talents médiumniques, Ed vit des ombres et des milliers de points de lumière. Immédiatement, ces ombres l'attaquèrent et tentèrent de le mettre à terre. Luttant de toute sa foi, Ed demanda aux esprits de partir, quand soudain, il eut la sensation que quelque chose le soulevait du sol. Il sut alors que cette maison était la maison du mal. Évidemment, il savait que le cas était grave, mais il ne se doutait pas à quel point. Au 3e étage, Lorraine rencontra Ronald DeFeo. Cette rencontre était si terrible, si sinistre, qu'elle sentait qu'elle ne pourrait rien faire pour l'aider ou aider son esprit à quitter la maison. Une fois revenue en bas, on lui demanda de faire ce qu'elle craignait le plus, communiquer avec les esprits de la maison. Tous les enquêteurs se trouvaient dans la pièce, à l'exception du chercheur de l'université de Duke. Il était parti tellement il avait peur. 2 d'entre eux ont dû s'allonger pour tenter de calmer les palpitations cardiaques dont ils étaient victimes. La maison semblait avoir un effet des plus terribles sur tous ses visiteurs. Marie Pascarella, directrice d'un important groupe de recherche psychique au New Haven, se sentit si mal qu'elle dut sortir de la maison et ne voulut plus y retourner. Ed et Lorraine quittèrent les lieux à 1 heure. Ils se sentaient tellement affectés par leur visite qu'ils promirent de ne plus jamais revenir dans la maison d'Amityville. Le 6 mars 1976, les époux Warren organisèrent une nouvelle visite, filmée par les reporters d'une télévision new-yorkaise. Lorsque Lorraine, qui était médium, tenta d'entrer en contact avec les entités, de multiples malaises se produisèrent dans l'équipe de tournage. Mais la conclusion des journalistes fut mitigée. Rien de scientifique n'avait été prouvé. Après son éviction de la maison d'Amityville, Stéphane Kaplan affirma à un journal de Long Island que toute l'histoire n'était qu'une habile mystification à des fins commerciales. Il décédera en 1995 d'un arrêt cardiaque quelques semaines avant la sortie de son livre. Après leur enquête, Ed et Lorraine Warren en vinrent à la conclusion que le récit des Lutz était authentique. Lorraine déclara que cette expérience avait été horrible et que jamais elle ne retournerait dans la maison d'Amityville. Les différents occupants qui se sont succédés dans la maison du 112 Ocean Avenue par la suite ont tous affirmé que jamais rien d'étrange ne s'y produisait. L'avocat de Ronald DeFeo Jr., William Weber, qui avait basé sa défense sur l'influence du diable lors du procès, a largement discrédité les Lutz en expliquant qu'il avait aidé à faire de leur histoire une histoire à sensation, espérant ainsi prouver que quiconque vivait dans la maison d'Amityville pouvait subir l'influence des forces démoniaques, ce qui aurait étayé la thèse de la possession démoniaque de son client. En 1977, Johnson écrivit The Amityville Horror, A True Story, un livre qui racontait l'histoire des Lutz alors de leur court passage dans la maison. L'auteur et les protagonistes de l'histoire ne se rencontrèrent à aucun moment et l'écrivain dut se servir des 45 heures de souvenirs qu'il avait enregistrés sur cassette pour écrire leur roman. Ce livre, qui fut fortement critiqué, devint par la suite un best-seller. 2 ans plus tard, en 1979, Stuart Rosenberg s'en inspira de ce récit pour réaliser le film Amityville, la maison du diable, qui connut un immense succès. En 2019, souhaitant donner sa version de l'histoire, Danny Lutz, le fils de Kathleen, prit contact avec Eric Walter, réalisateur et webmaster du site Amityville Files. Dans ce reportage, Danny, 47 ans, explique qu'il n'a pas pu oublier le long cauchemar de Long Island et que jamais il n'est parvenu à exorciser le démon qui le hantait.
Danny avait 10 ans au moment des faits en décembre 1975. Durant son interview, il décrit le phénomène de possession physique, la lévitation, une odeur nauséabonde et la mort de son chien par pendaison. Il raconte également comme les meubles se déplaçaient et les voix chuchotaient. Celui que l'on surnomma l'enfant d'Amityville croit sans équivoque que sa vie a été détruite par des forces surnaturelles. Contrairement aux démonologues qui ont toujours soutenu ces affirmations concernant les activités paranormales, certains ont sous-entendu que ces souvenirs étaient de faux souvenirs. Mais Danny Lutz est certain de ce qu'il a vu. Ça m'a poursuivi toute ma vie. J'ai voulu courir loin de lui, mais il m'a rattrapé. Il n'est pas facile d'expliquer à quelqu'un comment vous avez été jeté dans un escalier. Il n'est pas facile de dire à quelqu'un que votre lit rebondissait sur le plafond. Je pense que les croyances de George, ses pratiques et les choses dans lesquelles il était directement impliqué étaient un catalyseur pour ce qui se passait. Je ne ferais pas ça si je pensais avoir besoin d'un test au détecteur de mensonges. Il y avait quelque chose là-bas et peu importe ce que vous pouvez dire, les esprits démoniaques ou quel que soit le de nom que vous vouliez leur donner, ils existent et c'est la chose la plus difficile à gérer pour moi. Parce que je sais que c'est vrai, je sais que l'esprit de quelque chose est passé juste à travers moi. Il était trop clair et trop réel. Et ce que j'ai vu, je sais que je l'ai vu. Et je pourrais vous le décrire dans 20 ans, rien ne changera.